Et un bon voyage, bien dormi. Ah oui. Il faisait pas très chaud. Non, non, c'était bien. Ça va. Faut me mettre. Ah, ok, c'est bien. Bah, il y a une de qui. Wow, non, ça. Il y a même un truc, j'ai fait même un petit film. Ouais. De à peu près de. Ouais. Il faut un terrain là-bas. Ouais. Ensuite, dans le département de Mbour et dans la commune de Saly. Avant d'ouvrir la séance, je voudrais vraiment, au nom du ministère de l'Élevage, au nom de tous les collègues du ministère, remercier et féliciter la firme Seva Santé Animale. Parce que nous avons mesuré à sa juste valeur la contribution combien grande et intéressante et importante que cette firme apporte dans notre pays dans le cadre du développement de l'élevage. Donc soyez-en remerciés, soyez-en félicités au nom du ministère de l'Élevage. Donc comme vous le savez, aujourd'hui, nous nous sommes réunis sur initiative de Seva Santé pour lancer un nouveau dispositif relatif à la synchronisation des chaleurs. Donc ce nouveau dispositif vient à point nommé, parce que vous savez tous que le Sénégal est en plein dans la relance de la production laitière
et que voilà plus d'une décennie que le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère, mène des programmes d'insémination artificielle tendant à l'amélioration génétique de la production laitière du potentiel laitier de nos races locales. Donc sans tarder, je voudrais déclarer la séance d'aujourd'hui ouverte tout en souhaitant un plein succès à nos travaux. Maintenant, on passe la parole au professeur Hassan Moussa. Merci. Départemental de la région de Thiès pour chaleureusement remercier SEVA. Et cela pour deux raisons. La première, c'est que l'honneur qui m'a été fait d'être modérateur de cette cérémonie, je me suis posé la question de savoir que me vaut cet honneur et j'ai pu comprendre que c'est peut-être parce que il y a dans cette équipe de SEVA un monsieur formidable, le docteur Malik Sen, parce qu'à chaque fois que l'occasion se présente, je magnifie un peu son geste, qui est celui d'être resté attaché à son école mère, l'école inter-état des sciences multidisciplinaires. Je crois que c'est assez rare pour le souligner. Et je crois que le docteur Sen, je profite de l'occasion pour porter cette information à la connaissance des représentants de SEVA qui sont là. Le docteur Sen, c'est quelqu'un de très dynamique et de très ouvert et qui associe à chaque fois que cela est nécessaire l'école vétérinaire pour mener en fait des activités de recherche dans le cadre de booster un peu ce secteur économique qui est l'élevage au Sénégal en particulier. Et dans la sous-région, il n'y a pas de cours de physiologie, mais c'est comme si, puisque vous aurez l'occasion d'écouter un peu une partie de physiologie de la production, parce que en fait, la raison qui nous réunit ici, c'est de voir dans quelle mesure améliorer un peu cette technique, cette biotechnologie qui est devenue pratiquement, si vous voulez, la cheville, le fer de lance pour essayer d'améliorer la production laitière dans la sous-région en général. Et je crois que c'est encore une raison pour féliciter et remercier SEVA d'avoir permis à la famille vétérinaire de se retrouver. Parce que je crois qu'il y a ici à peu près une centaine de vétérinaires et qui sont en majorité formés par l'école vétérinaire de Dakar. Je constate seulement que la parité n'est pas respectée parce qu'il y a très peu de femmes représentées. C'est vrai que c'est un métier qui n'est pas totalement du goût de la gente féminine. Enfin, contrairement à ce qui se passe dans les pays occidentaux, en France, je sais que c'est l'inverse, c'est plutôt un métier qui est de plus en plus exercé par le sexe féminin. Donc, je voudrais, comme je l'avais annoncé au départ. Donc, je suis ravi de revenir au Sénégal aujourd'hui et je tiens d'abord à vous féliciter pour la ponctualité. Je fais énormément de réunions dans beaucoup de pays. Je crois que c'est rare de voir 80% des invités arriver dans les 10 minutes qui suivent l'heure. Donc, bravo à tous. En guise d'introduction, je souhaite vous présenter quelques éléments de réflexion sur la filière lait et sur le défi qui nous attend à propos de cette filière lait. Et pour mener cette réflexion, je vais dans un premier temps vous présenter quelques éléments chiffrés qui vous permettent de poser la problématique. Alors, tout premier lieu, il est indispensable de considérer des éléments démographiques classiques. Les chiffres sont extrêmement parlants. En 30 à 40 ans, nous allons passer d'environ 6 milliards d'habitants sur cette planète à 9 milliards. C'est une croissance extraordinaire. Il va donc falloir nourrir une population, donc d'Afrique subsaharienne, qui était aux alentours des 660 millions en 2000. Et les estimations sur 2050, selon les organismes, montrent une croissance avec un coefficient multiplicateur de 2,5. Donc nous arriverons à une population de 1,5 milliard, 1,6 milliard, ce qui est considérable. Notez également que cette croissance est la plus forte au niveau mondial. Les régions comme l'Europe ou la Russie ont des croissances très faibles, voire nulles, qui sont liées à leur démographie, avec une population très vieillissante, une croissance de consommation de produits laitiers. Alors sur cette carte est représenté en fait le niveau d'autosuffisance
en termes de production de lait. Pardon. Donc c'est bien la différence entre la production locale et la consommation locale. Alors on peut s'apercevoir très clairement que certains pays produisent beaucoup plus qu'ils ne consomment. C'est le cas par exemple de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. C'est le cas aussi de certains pays d'Amérique latine et de quelques pays d'Europe. Par contre, il est évident et très clair également que sur les continents, sur le continent africain ou même le Moyen-Orient, on a un niveau de consommation qui est nettement supérieur à ce qui est produit localement. Que ça cause notamment parce qu'il y a une très très forte demande au niveau de la Chine et que donc les tarifs de la poudre de lait ont tendance, année après année, à fortement augmenter. Donc aujourd'hui, si on regarde vraiment le continent africain, il est très clair que ce continent aspire à avoir sa consommation de produits laitiers qui va fortement se développer. Néanmoins, aujourd'hui, on est sur une situation de non-autosuffisance. C'était estimé aux alentours des 700 millions de tonnes, répartis donc selon les différents continents. Le premier continent de production est l'Asie, avec notamment l'Inde et la Chine. Ensuite, vous avez l'Europe, et puis donc, mais par contre, elle exporte une grosse partie de sa production. Et l'Afrique qui représente en 2010 5% de la production mondiale en termes de milliers de tonnes. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la slide suivante. De même en Océanie. Cette production a par contre très fortement augmenté en Asie, également en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique. Donc si on regarde ce niveau d'autosuffisance beaucoup trop faible. Alors, un autre élément qui est très important et qui est nécessaire d'avoir en tête lorsque l'on a une majorité d'eau, et que donc, si l'on souhaitait faire voyager du lait tel quel, on devrait faire voyager de l'eau, ce qui est extrêmement coûteux. Donc, pour faire voyager du lait, on est obligé de le déshydrater, d'accord, pour le transformer en poudre, et ce processus est relativement coûteux, notamment en énergie. Ce qui fait qu'en fait, le deuxième point donc, qui est essentiel, comme on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une demande de plus en plus forte sur tous les pays émergents, que ce soit en Afrique ou en Asie, et que donc la production est signifiée via cette courbe rouge, et la production laitière mondiale qui est signifiée par ces histogrammes bleus. Donc une corrélation très forte entre l'augmentation de la population et l'augmentation de la production laitière. Évidemment, plus il y a de bouche à nourrir, plus il faut produire de lait. Deuxième aspect aussi qui est à prendre en compte pour analyser cette augmentation de la consommation de produits laitiers, c'est notamment parce que la Chine est loin, très loin d'être autosuffisante en lait, et qu'elle va donc exercer une pression forte sur le marché mondial en termes de poudre de lait. On discutait il y a peu de temps avec nos amis algériens qui sont des très très gros exportateurs de poudre de lait également, et qui sont inquiets par cette augmentation du prix de la poudre de lait et essayent de mettre en place eux aussi nationalement des programmes pour avoir un élevage laitier et être moins dépendant de cette poudre de lait. Alors, ici, sur cette projection qui est donnée donc, de 2002 à 2018, ce qui est intéressant, c'est de voir donc, sur la partie reste of the world, donc c'est l'Asie et l'Afrique, les projets cheptels globales sur cette zone-là n'ont pas tendance à fortement augmenter. Cependant, les projections en termes de production laitière augmentent largement. Et en fait, cette croissance de production est expliquée exclusivement, ça c'est quelque chose de fondamental, par l'augmentation du rendement laitier par bête. Donc, le plus de lait dans les années à venir sera dû non pas à plus de ensuite en termes d'organisation des filières d'élevage, en termes de management de l'exploitation des aliments. Il en va de pair avec ce qui nous intéresse, à savoir la médicalisation des troupeaux. L'augmentation de la production laitière est bien due à la réponse médicale. Donc, une médicalisation en hausse, là c'est des prévisions de 2008 à 2018 sur
la santé elle-même et que sur la partie antiparasitaire, et une augmentation de tout ce que l'on met en prod, donc la reproduction. Les gains de productivité sont extrêmement nombreux, les pistes de travail sont très nombreuses, les solutions existent. Il est clair qu'un des gros efforts peut être la rationalisation alimentaire. C'est la base de tout. Sans une rationalisation alimentaire, on n'a même pas la nouvelle à l'école du reste. Aujourd'hui, dans de nombreux pays au Sénégal, on a beaucoup d'élevages encore où la reproduction est très loin d'être optimisée, ce qui crée en fait une perte en termes de potentiel de production laitière. Juste pour information, parce que je trouve que ce schéma est intéressant, aux États-Unis, en vache laitière, il est passé donc, de 10 millions de vaches à 9 millions de vaches. Donc il y a eu une baisse significative du cheptel, environ 10%, sur ce pays. Et ce pays a continué ce chemin de rationalisation de l'élevage laitier et avec moins de vaches laitières, pour évidemment améliorer la reproduction. Quelques exemples. Donc ça, ce sont des chiffres qui viennent surtout des États-Unis, qui ne sont pas forcément transfrontales directement, mais on sait que dès qu'on améliore le taux de fertilité, on améliore la rentabilité de l'exploitation, très clairement. Aux États-Unis, la dernière étude montre qu'un point de fertilité équivaut à 20 € par jour. Vélage, insémination artificielle fécondante. Donc plus l'intervalle vélage, insémination artificielle fécondante est réduit, plus le profit sur l'exploitation est élevé. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en compte, à l'inverse, lorsqu'on perd des jours, une donne évidente, sans maîtrise de leur reproduction, on ne peut pas imaginer répondre à ce défi de la production laitière. Au niveau donc, de ce défi de nombreuses compétences, la reproduction fait appel à de nombreuses compétences, dans l'alimentation, en termes d'assignation, en termes de santé, etc. Donc il y a énormément d'expertise autour de la reproduction. Par contre, il est intéressant de voir que le vétérinaire peut être véritablement le chef d'orchestre du management de cette reproduction. D'abord, non pas comme une charge, à condition qu'effectivement d'être en mesure et d'être capable de ne pas venir uniquement sur l'urgence et d'être capable d'accompagner les éleveurs dans le domaine laitier. Pour plusieurs raisons. Évidemment, de par le fort historique de CELA, notamment sur la zone. Deuxièmement, parce que CELA est leader en reproduction. Nous sommes leaders à développer et à fabriquer des médicaments vétérinaires et donc à les vendre. Mais notre métier ne consiste pas qu'à vendre des médicaments vétérinaires. Notre métier consiste à accompagner celui qui a un agent de la reproduction en action, de la contraction en reproduction. Et c'est deux concepts que l'on décline depuis un an, partout, dans tous les pays. Ça se Avant de passer à la en particulier en ce qui concerne ici la production laitière. Et ce déséquilibre est beaucoup plus marqué en Afrique, puisque la production totale de lait dans les pays africains, en particulier du Sahara, uniquement 10% de la production. Pourquoi? Parce qu'il y a un comportement dans les pays émergents, ce qui fait que, même sur le plan croissant, il y a très peu de possibilités que l'Afrique dans l'importation. Donc, à cela s'ajoute bien sûr qu'il y a le coût. Je crois qu'à ce titre-là, il y a plusieurs propositions qui ont été faites liées à l'amélioration du taux de fertilité, l'intervalle de l'âge de cette. Mais je crois que l'essentiel ici, ce qui est possible de faire pour que l'Afrique puisse produire du lait, c'est suffisant pour les besoins, c'est d'essayer d'améliorer la production laitière en améliorant la paramétration génétique. Et c'est là où le vétérinaire va jouer un rôle important dans l'encadrement des éleveurs pour l'accompagner dans cette dynamique d'amélioration de la production laitière à travers ces nouvelles biotechnologies. Et justement, cette biotechnologie va porter essentiellement sur la reproduction. C'est pourquoi je crois que la reproduction est bien faite. Je
pouvoir passer la parole à M. Jacques là, et c'est votre la première campagne nationale d'assimilation. Donc pour moi, aujourd'hui, revenir ici, en étant aujourd'hui intégré au sein de l'équipe CEVA, et de retrouver un certain nombre d'amis, c'est effectivement toujours très, très émouvant. Et puis ce qui me fait plaisir aussi, c'est qu'il faut voir aussi un grand nombre de jeunes dans la salle, et là, clairement, on voit bien qu'il y a une vraie préoccupation, il y a un vrai passage générationnel de la technique, et ça, effectivement, il y a une dynamique autour de la violence génétique et de la repro au Sénégal, et ça, c'est effectivement enthousiasmant pour un peu les guépards que l'on commence à être. Voilà. Il faut les associer. Et quelque part, c'est qualifié la première des composantes, il n'y arrive pas à manipuler mon appareil, la première des composantes, c'est alimentation ressources fourragères. Il est clair que là, c'est le premier facteur limitant d'excitation du potentiel de production d'un animal. Qu'est-ce qu'elle a à bouffer? Qu'est-ce que j'ai à lui donner à manger? Et Thomas a fait un focus large sur les enjeux macroéconomiques à venir, mais on voit aussi toutes les banques, les ressources fourragères, le tout là, et tout ça, c'est des composantes essentielles si on veut augmenter la productivité par animal. La partie transformation, commercialisation aussi, parce que c'est bien beau de produire, mais il faut orchestrer, organiser à la fois cette transformation du lait, et Thomas l'a bien dit, c'est le lait voyage mal, donc il faut le transformer localement. Et la partie accès au marché, ça aussi, c'est souvent un facteur limitant. La génétique et la reproduction, effectivement, ça va de pair. À quoi bon faire de la repro si on ne fait pas de génétique? Et clairement, la génétique, c'est bien aussi l'expression de ce potentiel génétique est essentielle. Et avec on a un taux de réforme aussi hallucinant de 30-40% parfois dans certains troupeaux, où effectivement on a un intervalle d'élevage abattoir, où effectivement on a mis en place une génétique tellement performante avec des animaux qui expriment leur potentiel génétique. L'Afrique des Grands Lacs, l'Afrique du Sud, c'est-à-dire c'est un continent et on n'a pas le droit de globaliser aussi sur tout ça, et il y a tellement de différences entre d'un pays à un autre chez vous. Mais pour moi, il y a un certain nombre de points et de contraintes en zone tropicale qu'il faut identifier, que ce soit sur l'aspect physio ou gestion de la repos, où on en est en termes d'expression des chaleurs, manifestation. On n'est pas sur les mêmes expressions, les adéquations, et la carte, vous la connaissez mieux que moi, mais la réflexion que Thomas a fait, pour moi, c'est fondamental. La carte du Sénégal, elle est déjà assez grande, mais elle ne va pas s'agrandir. Donc aussi, est-ce à quoi ça sert de multiplier le nombre d'animaux? À quoi bon chercher à multiplier la partie sud casamançaise, parce que c'est là-bas que j'ai bossé, donc voilà pourquoi on a une belle, c'est du côté de Belligara, une belle troisième romance, c'est une belle parenthèse, mais je crois quelque part, quand on a des animaux de cette qualité, et vous en avez plein dans les yeux aussi, vous en avez vu plein sur le terrain, c'est absolument génial. Parce que là, l'éleveur, là, vous créez, vous voyez ce que représente l'animal dans les yeux de l'éleveur, la fierté de son animal métis, et qui est vous aussi, par là même, ça rebondit sur votre aura, quelque part. C'est bon, hein? Pourquoi? Parce que là, on voit bien cette compétitivité permanente entre le lait pour le veau, le lait pour l'éleveur, et l'énergie, justement, que ça nécessite aussi à l'animal pour pouvoir le produire. C'est sur le terrain, c'est pas les connaissances qui restent. C'est sur le terrain qu'il faut qu'il y ait une collaboration plus étroite entre vos observations au quotidien et la recherche, où là, par contre, on a besoin de gens qui travaillent les données qu'on a et les points d'interconnexion qu'on a sur le terrain. La photo, c'est qu'ils ont la même moto chinoise. Ça, par contre, les Chinois de ce cas-là, ils standardisent. Mais effectivement, c'est le même métier, l'inséminateur. Sénégalais, burkinabé, burundais. Là, derrière, il y a un dénominateur commun, c'est tous les gens qui sont en train de mettre aussi une réflexion autour de tout ça. Donc, le Sénégal bénéficie, je vous assure, vous avez été les premiers à mettre un programme d'amélioration génétique à dimension massale. Bien massale, volume. Ce n'est pas 200, 300, 1000, 2000. C'est 30 000, 40 000, 50 000 par an.
Ça, vous avez un des premiers pays africains en Afrique noire à pouvoir le faire. À excepter près certains pays comme le Rwanda, qui ont déjà plus de 200 000 inséminations par an, et excepter complètement aussi l'Afrique de l'Est, le Kenya. Ok. Bon. Ça tourne. On y va? Voilà. Regardez maintenant la caméra et non moi. Voilà. Bonjour Thomas et présentez-vous. Bonjour, donc je m'appelle Thomas Paliarc, je travaille pour le laboratoire CEVA Santé Animale et je suis en charge de l'activité ruminant sur le continent africain.